Et maintenant, je vais demander à Véronique Vassal de nous rejoindre. Véronique Vassal est maître de conférence en histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité à l'Institut catholique de Paris, où elle dirige le département histoire de l'art depuis 2019. Et vous allez nous parler de la vitesse. Donc à mon tour, je voudrais évidemment remercier les organisateurs, Monsieur le Président de la Fédération, mais aussi donc tous les membres, et puis spécifiquement donc Guillaume Henry, Thierry et Pierson, et également Corentin qui est derrière, qui vient de m'aider à l'instant et qu'on ne voit pas. Donc moi je vais justement, l'entrée en matière de mon collègue juste avant va me permettre justement de changer de zone géographique et de période, puisque nous allons nous intéresser au monde gréco-romain et nous allons essayer de voir justement si les artistes ont réussi à figurer la vitesse et le mouvement. Alors dans la pensée antique, le mouvement ne se limite pas seulement à un phénomène physique mesurable, il constitue un principe conceptuel complexe, articulant déplacement, changement d'état et transformation, inscrit dans une relation étroite entre espace, temps et perception. Cette richesse théorique se heurte pourtant à une contrainte fondamentale de l'image figurée, sa nature statique et plane. Toute représentation du mouvement repose ainsi sur une contradiction structurelle, figurer un phénomène spatio-temporel dans un support immobile. Dès lors, le mouvement ne peut jamais y être réel, il est nécessairement suggéré, construit plastiquement, produit visuellement et reconstruit cognitivement par le spectateur. L'image ne donne pas le mouvement, elle en produit l'illusion. Cette communication s'intéressera donc aux représentations équestres dans la mosaïque et la peinture antique, en mettant en lumière les procédés plastiques utilisés pour figurer la vitesse et le mouvement. À travers une sélection d'œuvres emblématiques, il s'agira d'observer comment le cheval devient un vecteur d'expression dramatique et dynamique au service de la narration. En Grèce, le cheval occupe une place centrale dans plusieurs pratiques de la société, principalement la guerre, les compétitions, les processions et les cortèges. Cette importance se reflète très tôt dans l'art, où le cheval apparaît fréquemment dans l'iconographie vasculaire, notamment à travers des représentations de chars attelés tels que le quadrige ou le bige. La littérature antique, c'est parti trop vite. La littérature antique en témoigne également. Dans l'Iliade, Homère accorde une place particulière aux courses de chars organisées lors des jeux funèbres en l'honneur de Patrocle, compagnon d'Achille, mort au combat sous les coups du Troyen Hector. À l'époque classique, cette importance se manifeste également dans la sculpture monumentale, où la maîtrise de l'attelage et la possession de chevaux reflètent le statut des élites grecques, comme l'atteste donc le groupe en bronze de l'Aurige de Delphes, aujourd'hui malheureusement très fragmentaire. Ne sont conservés en dehors de l'Aurige que des fragments, notamment du joug, du timon du char, 2 jambes postérieures appartenant à 2 chevaux différents et une queue, que vous voyez ici sur l'image. Dans la peinture funéraire du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc dans la peinture hellénistique, plusieurs solutions sont adoptées pour représenter le mouvement du cheval sur une surface plane de manière illusionniste. L'animal peut être figuré de dos, de face, de profil, de 3/4 ou encore oblique, c'est-à-dire en raccourci. Lorsque plusieurs chevaux sont représentés ensemble, notamment dans les attelages, comme sur la frise de l'antichambre de la tombe 3 de Vergina, ancienne Agaïe, capitale macédonienne, donc dans le nord de la Grèce, les peintres adoptent différents procédés. Une solution consiste à représenter les chevaux de profil, débordant les uns sur les autres, dans le même sens. L'avant-train de celui placé à l'arrière peut ainsi apparaître plus avancé. Si le principe demeure toujours le même, on peut cependant apporter des variantes et en rompre la monotonie, comme l'inclinaison de la tête, la posture du cou. Les jambes des chevaux sont traitées de manière stylisée mais dynamique, les membres antérieurs sont souvent tendus vers l'avant et les postérieurs projetés en arrière ou repliés sous le ventre, donnant l'impression d'un galop rapide. Les articulations sont simplifiées, les muscles peu détaillés et les sabots apparaissent comme de petites masses effilées.
Ce traitement permet de suggérer le mouvement et la profondeur sur un espace monochrome noir, tout en maintenant une certaine lisibilité de la composition. Les peintres grecs manifestent ainsi un réel souci d'observation et une volonté de rendre le mouvement réaliste. Cependant, cette observation demeure fondée sur la perception directe et l'expérience visuelle. Faute d'instruments permettant d'analyser le mouvement dans le détail, les artistes ne pouvaient saisir avec précision les différentes phases du galop. Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure ce matin. Ce n'est qu'au XIXe siècle que cette question a pu être étudiée de manière expérimentale grâce aux séries photographiques d'Edward Muybridge, qui décompose pour la première fois les étapes du mouvement du cheval et révèle des positions du corps invisibles à l'œil nu. Cette mise en évidence tardive permet de mieux comprendre les solutions adoptées par les peintres antiques. Celles-ci ne cherchent pas à restituer mécaniquement chaque phase du mouvement, mais à en proposer une image synthétique et intelligible sur une surface plane. Une telle démarche s'inscrit pleinement dans le principe de mimésis, entendu comme une imitation interprétative de la nature fondée sur l'observation et la recherche d'une représentation cohérente du réel. 3 autres peintures, provenant également de Vergina, donc c'est des tumulus royaux, peuvent appuyer nos remarques sur l'attention portée par les peintres à l'étude de la nature. Parmi elles, le tableau ornant le dossier du trône en marbre de la tombe royale d'Eurydice. On a souvent pensé qu'il s'agissait peut-être de la grand-mère d'Alexandre le Grand, comme on l'a nommé à plusieurs reprises, j'en profite, qui est daté de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, figurant le couple divin Perséphone et Hadès, debout sur un char tiré par 4 chevaux. Les postures divergentes des animaux suggèrent le mouvement et contribuent à ouvrir l'espace restreint. Les chevaux présentent des encolures puissantes et des têtes légèrement tournées l'une vers l'autre. Cette dissociation entre l'orientation des têtes et l'axe des corps contribue à suggérer l'agitation de l'attelage. Les antérieurs relevés et légèrement croisés renforcent la sensation d'une propulsion vers l'avant. Le contraste des teintes, chevaux blancs et bruns, matérialise l'opposition naturelle entre la lumière et l'obscurité et crée ainsi une profondeur, donnant l'impression que les chevaux clairs semblent s'avancer, tandis que ceux à la robe alezane demeurent en retrait, établissant un rythme visuel alterné qui accompagne la progression du char. La composition met en évidence les figures centrales, tandis que le fond supérieur monochrome d'un bleu clair fait ressortir leur silhouette par un effet de contraste et renforce leur lisibilité dans la composition. La peinture témoigne ainsi d'une recherche illusionniste suggérée par le modelé, le mouvement et la profondeur. La tombe assiste de Perséphone, caractérisée par un coffre en pierre placé dans une chambre funéraire souterraine, est exemplaire de ce type d'iconographie. La tombe découverte à Vergina également est célèbre pour sa peinture représentant l'enlèvement de Perséphone par Hadès, datée elle aussi du IVe avant Jésus-Christ. La scène se distingue par une intensité dramatique rare dans l'art macédonien. Perséphone est représenté le corps projeté en arrière, les bras levés, traduisant à la fois sa surprise et sa résistance. L'hématione pourpre du dieu souligne par sa couleur la silhouette et le volume du corps de la jeune femme, renforçant l'expressivité de la scène. Hadès la maintient fermement contre lui, tenant les rênes afin de lancer le quadrige au galop. La technique picturale employée pour les chevaux repose sur l'usage du trait de contour. Le traitement par petites hachures crée le volume, suggère la profondeur et donne aux figures une impression presque aérienne. Les lignes de force formées par les rênes, l'axe du char et les drapés dirigent le regard vers Perséphone, dont les cheveux s'envolent, accentuant l'impression d'un déplacement brutal de l'attelage. Cette même composition est présente sur le sol de la 2e chambre funéraire du tombeau d'Amphipolis, une autre tombe qui a été trouvée sous un tumulus, aussi en Macédoine du Nord, sous la forme cette fois-ci d'une mosaïque de 4,50 m sur 3, d'une qualité technique et artistique remarquable, faite de petits galets.
Le bleu domine tout l'arrière-plan, conférant à la scène une atmosphère chtonienne, renforçant ainsi son lien avec le monde souterrain et la mort. Le choix du motif de l'enlèvement de Perséphone par Hadès dépasse sa simple dimension narrative. Perséphone, fille de Déméter et déesse des saisons, incarne à la fois la vie végétale et le cycle des saisons. Son rapt par Hadès, souverain des enfers, devient ainsi une allégorie du passage vers l'au-delà, où la mort n'est pas une fin définitive, mais une transition vers une continuité ou une possible renaissance. La déesse, figure centrale et fragile, symbolise l'âme humaine au moment où elle quitte le monde des vivants, tandis qu'Hadès incarne la force inévitable de la mort. La dynamique de la scène est accentuée par le char lancé au galop, tiré par 2 chevaux, qui traduit le passage soudain et irréversible entre 2 mondes. Ce mouvement violent illustre parfaitement le changement d'état de la vie vers la mort, comme le rappelle l'un des vers de l'hymne homérique à Déméter, je cite « Le fils de Chronos, aux nombreux noms, l'enleva sur son char aux chevaux immortels et l'emporta malgré ses cris vers les ténèbres. » Dans ce contexte, le dieu Hermès, que vous apercevez ici donc, devant l'attelage, joue un rôle central. Ses ailes talonnières, donc juste ici, je ne sais pas si vous les voyez, sont un symbole de vitesse et de mouvement, exprimant la fonction de psychopompe qui lui est attribuée. Il guide l'âme du défunt. La présence de cette iconographie dans les tombeaux macédoniens souligne l'importance accordée à la mort noble et à l'accompagnement de l'âme, où le mythe sert à la fois de récit explicatif et de symbole protecteur, permettant au défunt d'être accompagné par les divinités dans son passage vers l'au-delà. Des éléments empruntés à l'imagerie funéraire de la tombe de Kazanlak, en Thrace, l'actuelle Bulgarie, où la course de chars évoque cette fois un au-delà héroïque, permettent d'interroger la manière dont les peintres antiques transcendent la simple figuration pour traduire l'élan vital et la puissance du cheval. La peinture de la coupole de Kazanlak, datée de l'époque hellénistique, se déploie au-dessus de la chambre funéraire sous la forme d'une frise circulaire entourée par des motifs géométriques. Dans cette bande peinte, plusieurs biges se succèdent et semblent tourner inexorablement. Cette organisation en anneaux, autour d'un élément central, produit une impression de mouvement continu. Le regard du spectateur suit la procession des chars, qui paraît parcourir la circonférence de la coupole. Par cette disposition, la scène ne représente pas seulement une course, elle suggère une rotation perpétuelle qui évoque symboliquement la course du temps. Le peintre cherche à traduire la vitesse en multipliant les effets visuels liés au mouvement équestre. Les chevaux sont représentés au galop dans des positions très allongées qui accentuent encore une fois l'élan vers l'avant. Le cheval, placé au premier plan, projette son corps presque horizontalement. Son encolure est étirée, la tête tournée vers l'arrière, tandis que les membres antérieurs s'élancent devant lui et que les postérieurs s'étendent vers l'arrière. Cette dissociation extrême des membres correspond à l'un des moments les plus dynamiques de la foulée, celui où le corps semble suspendu dans l'espace. Le second cheval, légèrement en retrait, adopte une position similaire. Ses jambes sont presque identiques à celles de son compagnon. Cette synchronisation volontaire des membres permet au peintre de suggérer puissance et énergie, renforçant ainsi l'impression de vitesse. La représentation du mouvement est également accentuée par les détails anatomiques et les lignes du dessin. Les crinières, traitées par une inversion des couleurs, semblent soulevées, gonflées par l'air de la course. Les contours au traitement vif vibrent autour des masses colorées et donnent à l'ensemble une énergie particulière. Le dessin ne cherche pas la précision anatomique stricte, mais privilégie une expressivité dynamique capable de transmettre l'élan des animaux. La couleur des chevaux participe aussi à cette mise en mouvement. Le peintre alterne les robes des animaux, on l'a déjà vu, et ces contrastes rappellent évidemment la tombe de Perséphone. Alternance entre un cheval clair et un cheval plus sombre sert à structurer la scène. Ici, cette opposition visuelle permet de distinguer nettement les 2 animaux, malgré la rapidité de la course, et crée un rythme dans la composition. Le cheval le plus sombre, placé cette fois au premier plan, attire particulièrement le regard.
Sa teinte chaude et dense se confond avec celle de la caisse et des roues du char, produisant une continuité chromatique qui tend à allonger visuellement l'ensemble de l'attelage. Le cocher, représenté debout et tenant fermement les rênes, s'inscrit dans ce dispositif dynamique. Son corps très allongé et enveloppé dans un vêtement bleu, couvrant ses jambes, la draperie autour du cou et du bras gauche est animée par le vent et agit comme un élément vélifère qui accentue la sensation, encore une fois, de vitesse et de déplacement. Ces formes ondulantes prolongent la trajectoire des chevaux et fonctionnent presque comme un indicateur visuel de la rapidité du déplacement, comparable à une bannière flottant dans le vent. Le char lui-même a cette dynamique. La roue représentée de 3/4, avec ses rayons nettement visibles, introduit un motif circulaire qui suggère la rotation rapide du véhicule. Ce motif dialogue avec la forme même de la coupole dans laquelle la scène est peinte. En effet, l'ensemble de la frise, où plusieurs chars identiques se suivent, crée l'impression d'une ronde équestre tournant autour de la chambre funéraire qui peut être interprétée comme une évocation visuelle du mouvement perpétuel du temps, du cycle de la vie et de la mort. La connotation funéraire de ces scènes conduit au tombeau de Maglige, autre tumulus thrace composé d'une chambre et d'une antichambre desservie par un long dromos, un long couloir. À l'intérieur de la tombe et au-delà du décor structural simplement géométrique, s'ajoutent des frises figurées et un fronton peint. Sur un panneau, une amphore pseudo-panathénaïque représente un attelage conduit par Niké, personnification de la victoire. Ce type de vase, objet de prestige offert aux athlètes victorieux, revêt ici, dans un contexte funéraire, une valeur symbolique. L'amphore peut être interprétée comme l'image d'une victoire sur la mort. La scène est traitée avec vivacité et dextérité, comme sur le tombeau de Kazanlak. Cependant, l'attelage et le cocher sont ici monochromes blancs sur un fond rouge, ce qui rappelle évidemment les conventions de l'iconographie vasculaire à figure noire cette fois, caractérisée par des silhouettes monochromes noires se détachant sur un fond rouge, parfois enrichi de au blanc. Si dans l'iconographie funéraire macédonienne et thrace, le mouvement équestre est étroitement lié à une symbolique du passage, cette même dynamique visuelle connaît dans le monde romain un déplacement de sens. Le mouvement ne renvoie plus seulement à une transformation ontologique ou mythique, mais devient l'expression d'une performance spectaculaire inscrite dans l'espace public. La vitesse, autrefois associée au voyage vers l'au-delà ou au cycle du temps, se trouve désormais mise au service du spectacle des jeux du cirque, où elle devient un objet de compétition. C'est le cas de la mosaïque découverte à Lyon, dans le quartier d'Énée, en 1806, mesurant 5 mètres sur 3 et aujourd'hui conservée au musée gallo-romain de Fourvière. Elle date ici du IIe siècle après Jésus-Christ. La scène centrale, entourée par une frise de rinceaux d'acanthe, est typique des mosaïques lyonnaises et c'est un tapis polychrome à fond noir qui représente donc une course de quadrige dans le cirque. Plusieurs moments sont figurés simultanément. À gauche, les stalles, ou carcérès, en bois, sont surmontés par une tribune où se tiennent 3 personnages. Celui du milieu, le magistrat, présidant les courses, donnera le départ en lâchant l'écharpe, la mappa, qu'il tient à la main. À droite de la tribune, on voit l'opérateur qui actionne le mécanisme d'ouverture des stalles. Le terre-plein central, la spina, comporte au centre un obélisque, 2 bassins rectangulaires appelés euripis et des dispositifs destinés à indiquer progressivement aux spectateurs le nombre de tours déjà effectués. Au moyen d'œufs, ova curriculorum et de dauphins, delphinorum columnae. 8 quadriges se sont élancés sur la piste, limités à chaque extrémité par 3 bornes métae, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les auriges portent les couleurs des 4 factions, des 4 écuries, la blanche, la bleue, la verte et la rouge. 2 chars se sont renversés dans les virages, que l'on aperçoit ici et dans la partie supérieure. Au centre de la spina,
2 personnages tiennent la palme et la couronne qui seront remises au vainqueur. Et sur la piste, un sparsor, un jeteur d'eau, tient une cortina qui est un large chaudron rempli d'eau qui servait donc à humecter les essieux chauffés des chars ou rafraîchir les chevaux de course. Et enfin, un 3e personnage porte un morceau d'étoffe. La figuration de la vitesse dans cette mosaïque repose sur une construction visuelle sophistiquée, fondée sur des procédés graphiques qui traduisent non pas une observation naturaliste, mais plutôt une compréhension fonctionnelle et dynamique de la locomotion équine et de la traction attelée. Les chevaux sont représentés selon un principe de multiplication des membres, procédé séquentiel qui suggère un galop allongé, produisant un effet de continuité cinétique dans un espace fixe. Les corps sont projetés vers l'avant avec une extension marquée de l'encolure, une tension visible des lignes dorsales, traduisant l'engagement locomoteur et l'accélération. Les chars légèrement désaxés et parfois partiellement suspendus expriment l'instabilité mécanique inhérente à la vitesse élevée et notamment dans les virages. Les auriges et les acteurs périphériques sont figurés dans des postures de déséquilibre dynamique, buste incliné, fouet levé, gestes amples, inscrivant le contrôle humain dans une logique de tension et de régulation de l'énergie animale. L'ensemble de la composition repose sur une horizontalité directionnelle, une répétition rythmique des formes et une saturation de l'espace visuel qui construisent une cinétique iconographique continue. Ainsi, la vitesse n'est pas seulement montrée, elle est produite sémiotiquement par l'organisation formelle de l'image qui transforme la course en un système visuel de flux. En 2016, une mosaïque représentant un autre cirque a été mise au jour à Akaki, à Chypre. Il s'agit du 7e exemplaire de ce type trouvé dans le monde gréco-romain. De dimensions bien supérieures à celles de la mosaïque de Lyon, elle présente la même scène. La richesse de ces détails permet d'apercevoir les limites du cirque ainsi que les gradins. Des inscriptions en grec nomment les auriges et les chevaux. Dans la partie inférieure gauche, le cirque romain est vu depuis l'arrière des chars, un choix de point de vue assez rare. Le spectateur n'est pas face à l'action, il est placé derrière elle, comme s'il participait lui-même à la course. Cette position immersive transforme l'image fixe en une expérience visuelle. Les chevaux, les chars et les conducteurs sont tous orientés dans le même sens, créant une nouvelle fois une trajectoire continue. L'œil est entraîné automatiquement vers l'avant, suivant l'élan de la course. Les chevaux sont représentés en extension, membres projetés vers l'avant et l'arrière, dans des positions asymétriques qui suggèrent la foulée, l'effort et la cadence. Les membres antérieurs ne sont pas parallèles ni statiques, ils sont décalés, ce qui produit une impression de décomposition du mouvement. Les corps des chevaux et les chars se chevauchent visuellement, roues, croupes, harnais et silhouettes se superposent dans une composition resserrée où chaque élément semble empiéter sur l'autre. Cette compression spatiale produit une véritable sensation de foule en mouvement, traduisant à la fois l'agitation, la tension et la vitesse de la scène. L'espace n'est pas aéré, il apparaît dense, saturé, presque encombré, ce qui renforce l'idée d'une course intense et difficile à maîtriser. Les roues bien visibles jouent un rôle central dans cette dynamique. Elles suggèrent la rotation continue et la rapidité implacable, contribuant à une impression de vitesse presque vertigineuse. Dans cette masse en mouvement, le regard est naturellement attiré par le char directement placé à l'arrière-plan, sur lequel se détache la figure de l'aurige. Celui-ci porte le costume traditionnel de sa fonction, une tunique sur laquelle on distingue un réseau de bandelettes fortement serrées, destinées à renforcer la protection du thorax, mais aussi à éviter que le vêtement, gonflé par le vent de la course, ne vienne entraver les gestes du cocher. Ce système de lassage est attesté sur la mosaïque de Baccano en Italie, où il apparaît plus détaillé. L'aurige est également coiffé d'un casque que l'on connaît dans de nombreux parallèles iconographiques. La mosaïque, figurant également Eros, aurige à Douga, en Afrique du Nord, montre quant à elle une tunique à manches longues sur laquelle est placé des empiècements décoratifs par-dessus une large ceinture,
ou plutôt un véritable corset, lacé dans le dos et muni à l'avant d'un système de cordon dont la fonction était de rigidifier la partie inférieure du tronc, particulièrement exposée et vulnérable lors de la course, mais également destinée à protéger contre le frottement des rênes qui passaient autour du corps pour être tenues avec la main gauche. Cette superposition vestimentaire souligne la nécessité de se prémunir contre les chocs, frottements et chutes. L'étude des représentations équestres dans la mosaïque et la peinture antique montre combien le mouvement et la vitesse relèvent à la fois d'une réflexion conceptuelle et d'une recherche esthétique. Dans le contexte funéraire grec, on l'a vu, le cheval devient un vecteur symbolique privilégié. Il incarne le passage de la vie à la mort et la course vers l'au-delà. Ces images relèvent d'une forme de mimésis qui ne vise pas à reproduire mécaniquement le réel, mais à en saisir l'essence et le sens. Confrontés à la fixité de leur support, les peintres développent des procédés plastiques variés, notamment des effets illusionnistes fondés sur les jeux de dégradés de couleurs. Dans le monde romain, cette dynamique équestre se transforme et s'oriente vers un registre plus spectaculaire. Les mosaïques de Lyon ou d'Akaki témoignent d'une conception de la vitesse non plus seulement comme symbole ontologique, mais comme expérience visuelle. La multiplication des corps, le chevauchement des formes et la répétition sérielle des quadriges produisent un flux iconographique continu qui transforme l'image en véritable spectacle perceptif. L'iconographie antique ne restitue donc pas le mouvement tel qu'il se produit physiquement, elle le fabrique plastiquement. Je vous remercie.